En 1914, tandis que l'Europe s'enfonce inexorablement dans la guerre, l'Empire ottoman, jadis puissance redoutée, se débat pour conserver son intégrité territoriale et son influence politique. Affaibli par des décennies de défaites militaires, de révoltes internes et de pertes de souveraineté, l'empire fondé par Osman Ier apparaît comme un colosse aux pieds d'argile. Les jeunes Turcs, groupe politique dirigeant depuis la révolution de 1908, prennent alors conscience que leur survie passe par un soutien extérieur. À la veille du conflit mondial, ils multiplient les démarches diplomatiques auprès des grandes puissances, espérant une alliance qui leur garantirait la protection contre les menaces extérieures et la reconnaissance de leur souveraineté. Comment la fragilité territoriale et politique de l'Empire ottoman a-t-elle conduit ces dirigeants jeunes turcs à rechercher frénétiquement une alliance diplomatique en 1914? Et en quoi cette quête reflète-t-elle les bouleversements géopolitiques qui s'annoncent au Moyen-Orient? Pour répondre à cette problématique, nous verrons d'abord les causes internes et externes de l'instabilité de l'Empire ottoman, puis les démarches diplomatiques entreprises par les jeunes Turcs pour sortir de l'isolement, avant d'analyser l'échec initial de ces tentatives et le malentendu avec les puissances européennes, et de conclure sur les conséquences géopolitiques majeures de cette recherche d'alliance. À partir de la fin du XIXe siècle, l'Empire ottoman perd progressivement le contrôle de vastes territoires. La perte de la Bosnie-Herzégovine, annexée par l'Autriche-Hongrie en 1908, marque un premier choc. Ensuite, la guerre italo-turque de 1911 à 1912 voit l'Italie prendre possession de la Libye et des îles du Dodécanèse. Les guerres balkaniques de 1912 à 1913 achèvent de ruiner la présence ottomane en Europe, réduisant drastiquement la carte impériale à l'Anatolie, aux provinces arabes et à une poignée de territoires symboliques. Ces reculs, humiliants et coûteux, sapent le moral des élites militaires et fragilisent le pouvoir central. Ils nourrissent également un sentiment d'encerclement stratégique, qui renforce l'obsession des jeunes Turcs pour la souveraineté nationale et la consolidation d'une alliance forte. L'Empire ottoman se sent menacé de toutes parts. La Russie convoite les détroits, la France étend son influence sur la Syrie et le Liban, la Grande-Bretagne s'est emparée de facto de l'Égypte depuis 1882 et l'Italie s'implante en Afrique du Nord. À cela s'ajoutent les ambitions grecques en mer Égée et dans les provinces à majorité orthodoxe. L'idée d'un partage prochain du territoire ottoman circule dans les milieux diplomatiques européens. Cette menace réelle ou ressentie pousse les jeunes Turcs à adopter une posture défensive, marquée par une volonté de s'arrimer à une grande puissance pour éviter l'engloutissement. Le CUP, qui a pris le pouvoir après la révolution constitutionnelle de 1908, est dirigé de manière collégiale, mais dominé par un triumvirat, Enver Pacha, ministre de la guerre, Tala Pacha, ministre de l'Intérieur, et Djemal Pacha, ministre de la Marine. Le comité fonctionne comme un quasi-politburo, mêlant décisions militaires, diplomatiques et politiques. Les jeunes Turcs, inspirés par les modèles européens de centralisation et de modernisation, veulent transformer l'Empire en une entité cohérente et forte. Mais leur méfiance à l'égard des puissances européennes, perçues comme impérialistes et chrétiennes, limite leur marge de manœuvre. Cette ambiguïté, rejet idéologique et fascination technologique colorent toute leur politique étrangère. Conscients que l'Empire est seul face à des voisins agressifs, les jeunes Turcs entament une série de démarches pour s'adosser à une grande puissance. Leur objectif est double: dissuader une attaque et obtenir des garanties pour préserver les territoires restants. Ils savent également que la neutralité ne les protège pas, car l'Empire apparaît trop faible pour imposer son statut. Il faut donc trouver un allié puissant capable de contrer les ambitions russes et britanniques. Dès 1911, Javid Bey, émissaire du CUP, propose une alliance à la Grande-Bretagne. L'initiative reçoit un écho favorable chez Churchill, alors premier lord de l'Amirauté, mais reste sans suite. Le Foreign Office, dirigé par Edward Grey, est peu réceptif. Les diplomates britanniques à Constantinople, notamment Sir Gerard Lowther et George Fitzmaurice, décrivent les jeunes Turcs comme des aventuriers incompétents, peu fiables et hostiles à l'Europe. Cette lecture erronée compromet toute possibilité d'entente. En parallèle, les jeunes Turcs approchent la France, sans succès. Djemal se rend à Paris, mais les autorités françaises refusent tout engagement formel. Tala, quant à lui, tente de négocier avec la Russie, sans obtenir de garanties crédibles. C'est enfin Enver Pacha qui, en juillet 1914, sollicite l'Allemagne pour une alliance. L'ambassadeur allemand à Constantinople, Hans von Wangenem, refuse dans un premier temps, considérant l'Empire ottoman comme un fardeau stratégique. Alors que les dirigeants ottomans multiplient les appels à l'aide, Londres demeure indifférente. Edward Grey et son équipe pensent que l'Empire ottoman penche naturellement vers l'Allemagne, ignorant que c'est en réalité l'inverse. Ce sont les Turcs qui quémandent une alliance. Ce malentendu historique illustre la myopie stratégique des puissances européennes. En négligeant les signaux diplomatiques, elles laissent la Turquie basculer dans le camp adverse. La Porte est considérée comme périphérique dans les grands jeux diplomatiques de 1914. L'attention des chancelleries est focalisée sur l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Russie.
Pourtant, l'Empire ottoman contrôle des territoires clés, les détroits, l'accès à l'Asie, les routes vers les Indes. Cet aveuglement empêche les Alliés de saisir l'importance stratégique d'un accord préventif avec la Turquie. Ils considèrent la région comme secondaire, ce qui s'avérera une erreur capitale. Le rejet des propositions ottomanes par les puissances libérales pousse Enver Pacha à reprendre contact avec l'Allemagne. Cette fois, après le déclenchement de la guerre, Berlin reconsidère sa position. L'alliance est signée fin juillet 1914, mais dans le plus grand secret. Ce pacte engage l'Empire ottoman dans le conflit mondial, sans consultation du Parlement, ni véritable préparation militaire. Il s'agit d'un acte désespéré, motivé par la peur de la désintégration. L'Allemagne accepte finalement l'alliance avec l'Empire ottoman, principalement pour ouvrir un nouveau front contre la Russie et disperser les forces alliées. De son côté, le CUP espère stabiliser ses frontières et se réarmer avec l'aide allemande. Mais cette alliance est mal préparée. Les plans militaires sont flous, l'armée ottomane mal équipée. L'entrée en guerre, provoquée par le raid naval contre la Russie mené par les croiseurs allemands Goben et Breslau, est improvisée. L'entrée en guerre de l'Empire ottoman ouvre un front oriental majeur. Elle entraîne l'occupation britannique de la Mésopotamie, la campagne du Sinaï, la guerre en Arabie et les campagnes du Caucase. La guerre devient mondiale aussi grâce à la position géographique de l'Empire ottoman. Elle change la nature du conflit, religieux et impérial, les provinces arabes deviennent un enjeu de conquête, stratégique, les détroits deviennent une cible majeure. En rejoignant les puissances centrales, l'Empire ottoman s'oppose aux Alliés, qui prépareront dès 1916 les plans de son démantèlement, accord Sykes-Picot. La promesse d'un soutien britannique aux Arabes, via la révolte de Hussein, précède la déclaration Balfour, qui annonce la future implantation sioniste en Palestine. Ainsi, la quête d'une alliance de 1914 débouche après la guerre sur la fin de l'Empire ottoman et la création d'un nouvel ordre colonial au Moyen-Orient. Le chapitre 4 de David Fromkin retrace avec précision les efforts désespérés des jeunes Turcs pour garantir la survie de l'Empire ottoman en 1914. Conscients de leur isolement et de leur vulnérabilité, ils cherchent une alliance qui pourrait leur offrir une protection face à un démembrement annoncé. Le refus des puissances libérales de répondre à ces appels, ainsi que leur sous-estimation de la valeur stratégique de l'Empire, pousse les jeunes Turcs à se tourner vers l'Allemagne, dont l'alliance précipite leur entrée dans la Première Guerre mondiale. Cet épisode illustre non seulement l'incompréhension entre Orient et Occident, mais aussi la manière dont des décisions diplomatiques apparemment secondaires peuvent infléchir le cours de l'histoire mondiale. En choisissant un allié par défaut, l'Empire ottoman scelle son destin, tandis que le Moyen-Orient entre dans une nouvelle ère, marquée par la guerre, le colonialisme et les recompositions territoriales. Comprendre cette quête d'alliance, c'est donc éclairer l'un des moments fondateurs du Moyen-Orient moderne, une région où les alliances, comme les malentendus, ont des conséquences durables. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt!